Sacré Sécu, un documentaire de Rebecca Fitoussi et Adrien Benoliel qui revient sur l'histoire de la sécurité sociale, cette innovation française, ce modèle unique au monde menacé aujourd'hui par ses fragilités. Est-ce que cet idéal, fondé en 1945, est toujours adapté à nos enjeux actuels et aux défis d'avenir? On va en débattre. J'ai le plaisir pour cela d'accueillir 4 invités. Elisabeth Doineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Union centriste de la Mayenne et rapporteure générale de la Commission des affaires sociales. Également avec nous, Pierre Pribil, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la sécurité sociale, tout simplement. Également avec nous, Jean-Marc Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Europe et vous êtes auteur de nouvelles leçons d'histoire économique. C'est des éditions Odile Jacob et c'est paru en 2024. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Da Silva, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes économiste et maître de conférences à l'Université Paris 13 Sorbonne Nord, auteur de 2 livres sur le sujet dont nous allons parler, Économie de la santé, que vous avez coécrit, publié aux éditions Duno en mars 2025, et puis La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, édition La Fabrique en 2022. Tout d'abord, je vous propose que l'on parle de la sécurité sociale, cette idéal de 1945 qui a été miné par les difficultés de financement. Tout d'abord, c'est un idéal. Pierre Pribil, elle a réussi à transcender les divergences pour créer un système d'assurance collective qui nous protège encore tous à nos moments de faiblesse. Vous diriez que les raisons qui ont présidé sa création sont toujours d'actualité aujourd'hui ? Oui, même si c'est un constat un peu terrible, puisqu'il faut se souvenir que l'enjeu en 1945, c'était d'abord de reconstruire la France et de doter donc notre pays d'un pilier social. Et ça, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui encore, la sécurité sociale est un pilier de notre pacte républicain et donc de notre pays. L'autre enjeu, c'était de conjurer le risque du retour de la barbarie, partant du constat qu'un des moteurs de cette barbarie qui s'est déchaînée pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était l'insécurité sociale. Les rédacteurs des ordonnances de 1945 parlaient de la peur du lendemain. Donc l'idée, c'était d'éviter que cette insécurité sociale ne dégénère à nouveau en repli sur soi, haine des autres, racisme, c'est un outil de paix, en fait, la sécurité antisémitisme, sociale. Oui. Exactement. Or, il faut quand même bien reconnaître que ces menaces, elles planent encore sur notre société aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce projet de société, il est plus que jamais à défendre, encore aujourd'hui. Pourquoi elle a plus de sens que jamais. Elisabeth Doineau, cet idéal, on voit qu'il a été miné quand même assez rapidement par le sujet du problème de financement. Son fonctionnement aussi s'est beaucoup complexifié. On a l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui qualifie sa machinerie de celle d'un sous-marin nucléaire dans le documentaire, avec toujours le gouvernement. Le Parlement également aux manettes. C'est une bonne chose que le Parlement débatte tous les ans du budget de la Sécu pour vous? C'est important et je vais vous dire, c'est tellement important qu'il faut sortir de l'idée que la sécurité sociale ne s'est pas transformée. Elle se change chaque année avec ces débats justement qui ont lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors c'est vrai que ça se fait quand il y a débat. Depuis quelques années, on voit bien que les choses sont un petit peu plus difficiles. Et vous parlez tout à l'heure d'insécurité sociale. Moi, je veux dire un témoignage. Les personnes âgées aujourd'hui qui ont vécu cette période de la Seconde Guerre mondiale sont en situation de stress parce qu'on est dans une instabilité politique qui fait qu'ils ne savent pas comment les choses vont s'organiser à l'avenir et surtout si les mêmes prises en charge seront toujours égales à ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors qu'on nous parle de possible gel de pensions de retraite, des prestations sociales, on est dans ce climat-là. Vous savez que ce climat est très anxiogène et surtout pour cette génération. Et c'est pour ça que moi, j'invite l'ensemble des politiques à être raisonnables. Je ne sais pas si ce terme a foi aujourd'hui, mais en réalité, ne serait-ce que pour aider ces personnes à retrouver le calme qui est aujourd'hui nécessaire pour eux, mais pour la nation entière. Est-ce qu'il y a un risque quand même court-termiste avec le fait que les personnalités politiques se saisissent de ce budget ? Alors, écoutez, c'est vrai qu'on a le sentiment depuis quelques années qu'on rajoute des mesures sans forcément voir les conséquences sur les recettes ou sur les dépenses. Nous avons, grâce à la Commission des affaires sociales, lancé des travaux pour les 80 ans de la sécurité sociale au sein de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, ce qu'on appelle la MEX. Et donc, nous avons sorti un ouvrage et c'est la première fois qu'on donne une centaine de chiffrages sur les mesures en termes de recettes, en termes de dépenses, en termes d'autres leviers qui pourraient être actionnés
pour justement préserver cette sécurité sociale qui nous est très chère, parce que c'est un trésor national, il faut le dire. Nicolas Da Silva, on le voit dans le documentaire également, le mode de gouvernance de la sécurité sociale a changé. Il y a une perte d'autonomie de la sécurité sociale vis-à-vis du gouvernement. C'est pour vous un problème. Expliquez-nous pourquoi. Oui, alors ce qui est très important à comprendre, c'est que, et c'est bien souligné dans le film, c'est que la sécurité sociale, il y a des choses qui existent avant. Ce n'est pas quelque chose qui arrive après une période où il n'y avait rien du tout. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant ? Plus de 80 ans, son idée ou ce qu'il y a... Voilà, alors ce qu'il y a avant, tout au long du 19e siècle, c'est la libre prévoyance. On laisse les gens, chacun de leur côté, faire ce qu'ils veulent et on espère que le marché fera les choses correctement. Ça ne fonctionne pas très bien, invente les mutuelles et puis ensuite, au début du 20e siècle, les assurances sociales. Et en fait, quelle est l'originalité ? Pour comprendre l'originalité de la sécurité sociale, il faut voir contre quoi ou après quoi elles se construisent. Et ce sont ces assurances sociales de 1928-1930, dont l'une des spécificités, c'est qu'elles sont paternalistes. C'est le mot de Pierre Laroque, le premier directeur de la sécurité sociale qui explique que les assurances sociales 1928-1930 sont paternalistes. Pourquoi ? Parce que les gens cotisent, les ouvriers cotisent, mais ils ne décident de rien. Les instances décisionnaires, ce sont des notables, mutualistes, ça va être le patronat, ça va être le clergé. Et donc la grande originalité de 1945, c'est de donner le pouvoir aux intéressés, notamment par des élections dans les conseils d'administration. Et dans ces conseils d'administration, on va avoir une majorité de personnes qui sont intéressées, d'ouvriers, avec une part minoritaire patronale, ce qui permet à ce qu'il y ait d'abord, une très grande appétence pour l'institution, puisque en gérant, en gouvernant l'institution, on la connaît mieux, peut-être mieux que quand on ne la gère pas comme aujourd'hui, et surtout, on peut lui donner une coloration. On peut décider dans une mesure tout à fait limitée, mais on peut décider de ce que l'on fait des fonds. Et évidemment, lorsqu'on change la gouvernance... Cette époque-là, elle est révolue. Et voilà, on change la gouvernance, ça va avoir des incidences sur les choix de politique, sur ce qu'on fait de toutes ces ressources économiques. Alors, Jean-Marc Daniel, on va arriver sur le cœur du sujet, le cœur de ce documentaire, le sujet du déficit. Ce n'est pas un sujet nouveau. La première référence aux trous de la Sécu date de 1950. C'est l'information financière qui parle des trous de la sécurité sociale. Le problème, il est plus aigu, cependant, aujourd'hui que par le passé. Non, il a toujours été assez aigu et donc il a servi ce problème à justifier des réformes en profondeur de la gestion et de la gouvernance de la sécurité sociale. Comme on l'a dit, il y avait des choses avant, et même on peut considérer, le premier régime de retraite date de Louis XIV, donc déjà il y avait quelque chose qui existait. Et pendant très longtemps, la gouvernance c'était l'Église. Ce qui a fait que le 19e siècle s'est posé des questions, c'est le recul progressif de l'Église dans la gestion de la solidarité et de la charité. Elle disparaît progressivement et on met en place cette sécurité sociale, et on l'a dit très rapidement, en fait, le problème c'est dans la gouvernance qui est passée d'institutions un peu installées au monde du salariat, les oppositions qu'il y a entre les salariés. D'abord, au départ, on commence par dire qu'il y aura un régime général. Très vite, la CGT, qui est dessaisie d'une partie du pouvoir, qui affronte une partie de ses membres au travers de la création du syndicat Force ouvrière, va essayer d'isoler un certain nombre de lieux où elle va conserver le pouvoir. Donc, le consensus a été de courte durée. Courte durée. Donc, c'est les célèbres régimes spéciaux qui apparaissent. Donc, on consolide des régimes qui existent déjà, comme le régime des mineurs, qui existe depuis la fin du 19e siècle. Et puis, on met en place des régimes pour les industries qui viennent d'être nationalisées, comme le gaz et l'électricité. Et puis, effectivement, en 1953, on voit apparaître là une vraie grève, parce que ce qui est intéressant dans la grève de 53, c'est que ce que mettent en avant les pouvoirs publics, c'est que la démographie va finir par se retourner contre la sécurité sociale, qu'on ne peut pas raisonner sur la sécurité sociale à court terme. Et donc là, on va aller progressivement de dessaisissement en dessaisissement, au point que maintenant, je pense que personne ne sait comment s'appelle le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le président de la Caisse nationale d'assurance maladie ou le président de la Caisse nationale d'allocation familiale. Or, ce sont eux... Si vous, Pierre Pébou, vous devez savoir. Oui, mais lui, il le sait, lui, il les voit tous les jours. Mais ce sont des gens qui, effectivement, étaient progressivement dessaisis du pouvoir, au profit, dans un premier temps, on est passé au paritarisme, et dans un deuxième temps, c'est 80 ans de la Sécu, 30 ans du plan Juppé. Or, moi, je considère que le plan Juppé a totalement politisé la sécurité sociale. C'est-à-dire, deux remarques que je trouve assez intéressantes dans ce qui s'est passé dans ces périodes. C'est le moment où on dit, il y a le PLFSS, le budget de la sécurité sociale... Le premier moment, c'est quand on passe à la retraite à 60 ans, François Mitterrand fait un discours à l'OIT, où on lui dit, mais vous savez, votre prédécesseur, Raymond Barre, avait augmenté les
cotisations parce qu'il voyait que la démographie allait vers un déséquilibre des retraites. Et il répond, François Mitterrand, l'enjeu immédiat, c'est de lutter contre le chômage. Et donc, nous allons utiliser l'âge de départ à la retraite comme moyen de politique de l'emploi. Et donc, il affirme clairement que la gestion de la sécurité sociale doit être associée systématiquement à la politique de l'emploi. Et donc, on détourne la sécurité sociale de son objet à partir de ce moment-là. Et le deuxième exemple que l'on peut prendre, c'est, donc vous le dites, Madame Buzyn, dans le dit, c'est un tableau de bord sous-marin. On ne comprend rien, on ne sait pas d'où arrivent les fonds. C'est des affaires de spécialistes, d'ailleurs. D'où arrivent les fonds. Écoutez, en ce moment, le grand débat, c'est de supprimer une partie des recettes de la sécurité sociale en baissant de 1 point la CSG. C'est-à-dire que dans le débat sur le pouvoir d'achat, nos dirigeants, nos hommes politiques, excusez-moi, ne se posent pas la question de savoir est-ce que la sécurité sociale doit être préservée, doit être un enjeu. Ils disent non, on va donner du pouvoir d'achat, et pour donner du pouvoir d'achat, eh bien, on va supprimer une recette de la sécurité sociale. Elisabeth Doineau, vous voulez réagir là-dessus? Oui, juste pour dire que la CSG, c'est 130 milliards d'euros de recettes chaque année. Et qu'effectivement, c'est un budget qui est quand même considérable, un point. Et comment, un point ou un demi-point ou que sais-je. Et donc, un point, c'est 18 milliards, il faut être clair. On supprime, si on baisse de 1 point la CSG, on supprime 18 milliards de recettes à la sécurité sociale. C'est énorme. C'est énorme. La question d'après, c'est du coup, si on fait ça, quelles sont les prestations qu'on supprime? Mais exactement. Et donc, c'est là que c'est important d'avoir en fait un débat démocratique chaque année au Parlement. Et que ce ne soit pas une affaire de spécialistes. Oui, alors d'abord, je veux récuser. Les enjeux. Avec tout le respect que j'ai pour Agnès Buzyn, je vous assure qu'un sous-marin nucléaire est beaucoup plus compliqué que le financement de la sécurité sociale. Bien sûr, c'est complexe. On parle quand même d'un système qui redistribue plus de 650 milliards d'euros de prestations chaque année. Donc c'est quand même, évidemment, c'est pas simple. Pour autant, l'administration que j'ai l'honneur de diriger produit chaque année des rapports qui explicitent, alors il faut les lire, ils font plusieurs dizaines de pages, mais qui explicitent clairement les modes de financement. Donc il n'y a pas d'opacité du système, et ceux qui veulent s'y intéresser ont la documentation nécessaire pour le comprendre. Mais on a besoin de cette discussion au Parlement, parce que comme l'indiquait Jean-Marc Daniel, la question du déséquilibre de la Sécu, elle est presque consubstantielle à son existence, puisque elle est censée protéger contre, elle est censée en tout cas répondre à des besoins qui par définition sont infinis. Quand peut-on prétendre avoir répondu aux besoins de santé de la population ou aux besoins de protection contre la pauvreté, avec des ressources qui, par définition, sont finies, puisque c'est la ressource dont dispose le pays, dont dispose la richesse nationale, et surtout les ressources que nos concitoyens consentent à mettre en commun pour faire face à ces risques. Et donc, cette réconciliation des ressources qu'on a envie, qu'on est capable, qu'on consent à consentir, et des besoins qu'on souhaite couvrir, eh ben, c'est ça le débat démocratique. Et donc, ce serait une anomalie si le Parlement ne se prononçait pas là-dessus. Comment pourrait-on prétendre vivre dans une démocratie si le Parlement était finalement confiné dans le vote du budget du seul État, alors même que la sécurité sociale mobilise davantage encore que l'État lui-même de ressources publiques? Un mot sur ce pavé dans la mare que vous lancez, Jean-Marc Daniel. Vous êtes favorable à la privatisation de la sécurité sociale? Oui, parce que je pense qu'effectivement, à l'origine, on avait confié ça, comme on l'a rappelé, aux élus. Il y avait des élections qui ont été rétablies pendant une courte période en 1981, mais on votait pour désigner effectivement les instances dirigeantes, c'est-à-dire les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses régionales, etc. Et puis, en 1967, on a dit ça ne peut pas marcher. Donc on va faire un autre système qui est le paritarisme. Et puis on a dit ça n'a pas marché. Donc on va faire un autre système, c'est la gestion par l'État. Bon, mais ça ne marche pas. Puisque quand Alain Juppé parle à l'Assemblée nationale, il dit on va créer une caisse d'amortissement de la dette sociale pendant 10 ans, le temps d'effacer le passé, et puis après, comme les gens sont responsables, le Parlement est responsable, les hommes politiques sont responsables, la sécurité sociale sera en équilibre. Et non seulement elle sera en équilibre, mais on va même se donner des objectifs de dépenses de santé, c'est-à-dire c'est la démocratie qui va déterminer plus ou moins le droit à être malade. Donc on est dans un système qui est un système à la fois très volontariste, mais totalement irréaliste. Et la conséquence de ça, c'est qu'encore une fois, les hommes politiques n'ont pas arrêté de bricoler les recettes de la sécurité sociale. Et donc je dis, à partir du moment où les élections n'ont pas marché, le paritarisme n'a pas marché, la gestion directe par l'État n'a pas marché. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer une autre solution? La gestion par des gens responsables, parce que quand vous êtes privé, il y a des bricolages que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est-à-dire une compagnie d'assurance, elle ne peut pas se permettre de perdre de l'argent à l'infini. Il arrive un moment où elle dépose son bilan. Et donc elle regarde à 2 fois avant de laisser dériver les comptes qu'elle assume. Très rapidement, votre réaction là-dessus, Nicolas Da Silva, puis on passe à la suite. Au contraire, je voudrais dire que la sécurité sociale, c'est une formidable réussite. Ce n'est pas du tout un échec.
Alors pourquoi c'est une réussite ? Parce que, en fait, la sécurité sociale, elle finance des choses. Ce n'est pas un trou sans fond, il y a des contreparties. Quelles sont ces contreparties ? Initialement, la sécurité sociale, l'une des plus grandes contreparties, ce sont les allocations familiales qui permettent aux gens de sortir de la difficulté financière. Ça change la vie des gens. C'est parfois l'équivalent de la moitié du salaire, les allocations familiales, en début de période, donc dans la fin des années 40. Ça change la vie parce que aujourd'hui, on arrive en 2020, on a construit un système de santé extrêmement développé, extrêmement performant, avec beaucoup de problèmes, certes. Mais avant de voir les problèmes, considérons que ce n'est pas l'invention des médicaments qui soignent les gens, ce n'est pas l'invention des vaccins qui soignent les gens, c'est le fait qu'ils puissent y accéder. Et pour qu'ils puissent y accéder, il faut une solvabilisation. Or, la solvabilisation par le marché, historiquement, c'est ça l'ancienneté. C'est l'ancienneté du 19e siècle qui n'a jamais vraiment bien fonctionné, qui faisait et qui fait encore aujourd'hui, marginalement en France, mais dans beaucoup de pays, des inégalités très très importantes. Et c'est pour ça que la sécurité sociale, ça fonctionne très bien à la fois sur la santé, mais ça fonctionne aussi sur les retraites. En France, on est quand même un pays où le niveau de pauvreté des retraites est le plus bas parmi les pays comparables. Donc c'est aussi une contrepartie. On ne peut pas dire que la sécurité sociale, il n'y a pas de contrepartie, c'est un trou sans fond. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, du point de vue purement des budgets de la sécurité sociale, la question du déficit, elle est très très ancienne. Et le fait que la question du déficit soit très ancienne doit nous alerter, doit nous inviter à réfléchir. Si la sécurité sociale est en déficit depuis les années 50, comment on explique qu'elle n'ait pas mis la clé sous la porte ? C'est bien qu'il y a des choses qui se passent. Les choses qui se passent, c'est notamment le fait qu'on décide collectivement d'accorder plus d'importance, plus de valeur à certaines choses. On décide que faire des retraites, c'est bien. Que faire un système de santé un peu, performant, c'est bien. Et tout l'enjeu, c'est évidemment l'enjeu démocratique de savoir si on considère que soigner des gens, donner des pensions, est-ce qu'on préfère faire ça par le marché ou est-ce qu'on préfère ça de façon socialisée ? Allez, on va réfléchir justement à l'efficacité de notre système de santé. Mais vous l'avez dit, effectivement, la sécurité sociale, on lui doit beaucoup. Et quand elle est née, c'était une véritable révolution. Les journalistes ne semblent pas saisir la révolution copernicienne que représente la sécurité sociale. Personne ne se rend vraiment compte de ce qui vient d'être créé. Et pourtant, ça y est, la sécurité sociale est née. Les autorités rendent officiellement la médecine accessible à tous. Il faudra quelques années aux Français pour comprendre la valeur de la sécurité sociale. Une fois qu'ils l'auront comprise, ils ne pourront plus s'en passer. Moi, personnellement, j'ai 80 ans maintenant. Je suis bien content que la sécurité sociale existe. Sans ça, je serais déjà mort. Pour la sécurité sociale, ce serait une catastrophe. Je tire tout de même mon chapeau à la sécurité sociale. Vous lui tirez votre chapeau à la sécurité sociale, Elisabeth Doineau. C'est un trésor national qu'il faut conserver. Ça fait l'unanimité politiquement quand même. Mais je crois qu'on est unanimement d'accord. Et d'ailleurs, le rapport que j'ai co-rapporté avec une collègue qui est Raymonde Poncet-Monge, le prouve bien. Nous sommes d'accord l'une et l'autre à conserver ce modèle. Bien sûr, il faut le consolider et en tout cas en assurer la pérennité. Moi, je voudrais dire qu'intellectuellement, il n'est jamais inutile de réfléchir sur ce que vous proposez, monsieur, comme il n'est pas inutile de réfléchir à une grande sécu, parce que ça peut apporter des réponses aussi pour notre modèle de sécurité sociale publique et qui doit s'améliorer. On peut questionner le modèle sans le remettre en cause. Voilà, c'est une solidarité à l'époque entre les malades et les bien portants, entre les retraités et les actifs, entre ceux qui sont accidentés dans leur vie professionnelle et ceux qui ne le sont pas. Bref, on peut ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas. C'est une solidarité. Ce qu'il faut maintenant, c'est la pérennité de ce système. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, on est en train de mettre un coup de canif dans cette solidarité par rapport aux générations qui viennent. C'est-à-dire qu'en fait, ce déficit qui s'alourdit, alors qu'on n'est pas en période de crise sanitaire ou en période de crise, comme moi je dirais des subprimes, comme on a eu, donc économique, comme on a eu en 2008-2009, et il faut absolument revenir à l'équilibre. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire sinon qu'on fait payer nos pensions d'aujourd'hui par les générations qui viennent après, et aussi nos consultations
consultation. C'est-à-dire que tous les soins que nous avons aujourd'hui, parce que l'éléphant dans la pièce, le déficit, il vient surtout sur l'assurance maladie. Et c'est là qu'il faut travailler justement à une régulation pour que chacun s'y retrouve, mais surtout dans un moment où la technologie devient importante. Il faut investir dans l'innovation. Or, on va parler, oui, des défis d'avenir. On est dans un carcan parce qu'on doit rembourser la dette sociale. Si je peux me permettre, vraiment indiquer le fait qu'il n'y a pas de fatalité aux déficits sociaux. On ne peut pas dire ça ne marche pas, comme vous l'avez dit de manière un peu lapidaire tout à l'heure. Souvenons-nous qu'à la veille de la crise Covid, donc avant évidemment ce grand chambardement qui nous a tous touchés, y compris la sécurité sociale, la sécurité sociale était à l'équilibre et qu'elle était sur le point de rembourser sa dette, puisque l'extinction de la caisse d'amortissement de la dette sociale à l'époque était prévue pour 2025. Oui. Donc c'était possible, la situation. Et d'ailleurs, heureusement que la sécurité sociale était dans une situation financière saine à la veille de ce choc qu'a constitué la crise Covid. C'est possible, mais ça suppose évidemment une succession de choix politiques, une forme de pilotage des finances sociales, qui incombe bien entendu au Parlement avant tout, mais qui embarque, je pense, l'ensemble des acteurs sociaux et de nos concitoyens, parce que si on tient à ce joyau, alors il faut être prêt à trouver des bons compromis pour qu'il perdure. Nicolas Da Silva, je voudrais vous poser une question qui revient aussi sur l'histoire de la sécurité sociale. Est-ce qu'elle nous a permis d'être mieux soignés, d'améliorer l'état de santé des Français en termes d'espérance de vie, de mortalité infantile, etc., maintenant qu'on fait un petit peu un bilan de ces 80 ans? Bien entendu. Alors, la question de l'espérance de vie, c'est une question qui est toujours un petit peu compliquée parce que les déterminants de l'espérance de vie, ce n'est pas uniquement le système de santé. Le système de santé, il contribue quand il permet de financer l'accès aux médicaments, quand il permet de financer l'accès aux soins en général, l'hôpital, la médecine de ville, etc., etc. Mais il y a aussi d'autres déterminants de santé qui contribuent à l'amélioration de l'espérance de vie, comme la qualité des logements, comme les enjeux de pollution, la sécurité au travail, ce genre de choses. Donc, effectivement, la sécurité sociale, elle a largement accompagné et aidé. Vous pensez qu'elle a contribué, qu'elle a accompagné cette évolution de la société efficacement? Elle a beaucoup aidé aux gens à accéder aux soins, à vivre dans des conditions beaucoup plus sereines, c'est-à-dire que l'idée, c'est que la sécurité sociale, elle permet aussi beaucoup d'être des compléments de revenus dans des situations particulières, ou des revenus continués dans des situations particulières, notamment quand on a des enfants, ou bien quand on est malade. Tout à l'heure, dans le petit film que vous aviez repassé sur le documentaire, on entendait, oui, mais les gens ne se rendent pas compte. Alors, ils ne se rendent pas compte, ça dépend comment on considère la chose, puisque en 1945, la sécurité sociale, ce n'est pas aussi grand que ce qu'on a aujourd'hui. En 1945, la sécurité sociale, c'est essentiellement des allocations familiales. Les dépenses de santé, c'est surtout des dépenses d'indemnité journalière, c'est-à-dire quand on ne va pas travailler, on a le salaire continu, parce que le premier problème qui se pose historiquement est celui-là. On est malade, comment on fait pour continuer à payer nos dépenses courantes? Et ce que vous avez dit est très important, c'est-à-dire que ce qui a beaucoup affecté les comptes de la sécurité sociale ces dernières années, sans pour autant l'emmener dans une trajectoire de clé sous la porte, il ne faut pas exagérer les choses, ce sont les crises, et notamment les crises du capitalisme. Les grands moments de déficit de la sécurité sociale, ça va être 2007-2008 avec la crise des subprimes, où le déficit va doubler d'une année sur l'autre. Mais alors, le déficit double d'une année sur l'autre, est-ce que c'est parce que les gens fraudent 2 fois plus? Est-ce que parce qu'il y a une horde de vieux qui prend sa retraite? Pas du tout, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est un effet clair, il y a une crise du capitalisme, il y a moins de recettes, et donc la sécurité sociale se comporte moins bien. Et c'est une bonne nouvelle, Pourquoi? Parce que c'est grâce à la sécurité sociale que les conséquences de ces crises importantes du capitalisme sont beaucoup moins fortes que dans d'autres pays, notamment le cas bien connu des États-Unis. Jean-Marc Daniel, l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce système est plus efficace que ce qui peut exister ailleurs, en termes d'efficacité? Je veux dire, par rapport à l'euro investi, est-ce que nous avons d'aussi bons, de meilleurs soins reçus qu'ailleurs? Et est-ce qu'il y a plus de fraude quand même qu'ailleurs? C'est un des sujets abordés. Alors c'est des sujets dans le documentaire aussi. Vous avez remontré une partie du documentaire où il y a des gens qui sont enthousiastes. Dans le documentaire, il y a aussi des gens qui disent on paie beaucoup et on ne voit pas vraiment les choses qui sont au rendez-vous. Et justement, pour revenir sur l'idée de l'efficacité par rapport aux crises du capitalisme, par rapport à des cycles économiques, vous avez des systèmes dans des pays étrangers qui incorporent davantage cette idée qu'il y a des cycles et qu'il y a des périodes qui sont des périodes où effectivement ça va être en déficit. Et puis, il y a des périodes qui vont être
plutôt en capacité de dégager des excédents. Parce que ce qu'il y a d'intéressant aussi dans la sécurité sociale, on a parlé de l'insécurité, mais la grande insécurité sociale des années 30, c'était le chômage. Or, la sécurité sociale ne s'occupe pas du chômage. C'est une dépense sociale. Hein. Dans les dépenses sociales, il n'y a pas que la sécurité sociale, et en particulier, il y a l'UNEDIC, les ACEDIC, qui ne sont pas effectivement gérés par ce système de sécurité sociale. Et le deuxième élément, c'est que la sécurité sociale, en plus, elle n'est pas la seule, puisqu'il y a des mécanismes de plafond. Donc, il y a des éléments complémentaires qui apparaissent dans le document. On parle des mutuelles sur la santé. Mais alors, on parle beaucoup de la santé d'ailleurs dans le document. On parle un peu de la retraite, mais moins de la retraite. Alors que dans la retraite aussi, il y a un plafond. Et donc, il y a des systèmes complémentaires qui, eux aussi, sont gérés. Alors, eux, ils ne sont plus gérés par le PLFSS. Ils ne sont pas gérés par le Parlement. Ils sont gérés encore par les partenaires sociaux, comme l'UNEDIC. Et ils s'accrochent à ça. Parce que finalement, quand on les laisse vraiment avec une certaine forme d'autonomie, ils ne se débrouillent pas si mal que ça. Alors, pour répondre plus directement à votre question, il y a tout un tas de modèles à la surface de la planète. Donc, on parle souvent des États-Unis comme quelque chose d'horrifique. Je rappelle quand même que quand Mme Clinton avait été chargée sous la présidence Obama de réformer le système de santé, une de ses premières déclarations au Congrès, pour rassurer les sénateurs et les représentants, c'était de dire il y a une chose que nous ne ferons pas, c'est d'imiter la situation française. Et quand le président Sarkozy passe ensuite, il est en visite officielle peu de temps après, et donc il dit je crois comprendre que vous avez copié Et à ce moment-là, Mme Clinton, qui est là, précise devant les journalistes, pas du tout. Nous ne voulons pas de ça. C'est un pays où le socialisme est un gros mot. Voilà. Nous ne voulons pas de ça. Et donc, vous avez des systèmes extrêmes. Vous avez un système qui est à la britannique, parce qu'on dit que c'est né en France et tout ça, mais il y a le reportage le dit bien, c'est un événement qui passe relativement inaperçu, parce que c'est un événement qui est européen et qui a été très pensé, d'une part en Allemagne au XIXe siècle et d'autre part au Royaume-Uni dans les années 1940. Et donc, le système anglais n'a rien à voir. Et c'est un système qui est purement étatisé, mais avec une forme de violence, entre guillemets, symbolique dans l'organisation de la santé, qui fait que maintenant, comme on le dit, le principal hôpital du Royaume-Uni, c'est l'hôpital de Calais. On parle de comparaison. Justement, c'est la question de Florence de Fontenay-sous-Bois qui nous pose cette question. Pourquoi ne vendons-nous pas les médicaments à la quantité nécessaire comme en Angleterre ou au Canada? Selon la Cour des comptes, cela permettrait d'économiser 1,7 milliard par an. Elisabeth Doineau, vendre la bonne quantité de médicaments selon les maladies que l'on a avec une prescription précise du médecin, c'est quand même un levier d'économie facile et d'efficacité. Ça fait l'objet d'amendements chaque année au PLFSS. Mais ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi? Mais parce que déjà, l'industrie a quand même changé le conditionnement des médicaments. Et quand on prend des antibiotiques, on sait que c'est un nombre de jours précis. Il y a le nombre de comprimés dans la boîte, pas plus. Voilà, on a progressé quand même là-dessus. Exactement, on a progressé. À l'hôpital, vous avez vu qu'il y a aussi des progrès qui sont faits parce qu'on reconditionne ce qui n'a pas été utilisé. Il faut le faire systématiquement. Je pense que ça, c'est une priorité des priorités. Parce que moi, je crois que demain, sur la santé, il y a le levier de la prévention, il y a le levier de l'inefficience et le levier de la fraude. Il faut absolument être beaucoup plus performant sur ces trois leviers. La prévention, on le voit, par exemple, 10 000 morts l'année dernière de la grippe, 30 000 hospitalisations. Si on vaccine davantage... On est en plein début de campagne de vaccination, c'est le moment de le dire. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on évitera effectivement des dépenses. Donc la prévention, ça doit revenir d'ailleurs sur le ministère de la Santé. Moi, je ne comprends pas que c'est tombé. Le deuxième point, l'inefficience. En fait, je crois que c'est l'OMS qui indique que c'est 20% à peu près dans tous les pays de gaspillage. Eh bien là, il faut sortir, comme pour la fraude, un état des lieux et on essaye d'améliorer chaque année l'efficience en santé parce qu'il y a de la redondance, parce qu'il y a des actes qui ne sont pas nécessaires, etc. Et sur la fraude, je sais qu'il y a un projet de loi qui va sortir en même temps que le PLFSS. Eh bien là encore, les Français nous demandent d'être beaucoup plus forts là-dessus et de rendre des comptes parce que quand c'est mal utilisé, c'est pas bien utilisé pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc il faut qu'on soit absolument très efficace là-dessus. Alors on va parler des défis d'aujourd'hui et de demain. Justement, la sécurité sociale est à la croisée des chemins. On est dans un moment un peu crucial. Puisqu'on l'entend beaucoup, la question de la pérennité de notre modèle social français qui aujourd'hui est entouré, enveloppé de beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, on a une situation démographique où on va avoir, et c'est une situation inédite, énormément de personnes âgées, de centenaires
dans notre pays et une base de notre pyramide des âges qui s'affaisse. Pierre Priby, le défi démographique, est-ce que c'est le principal défi de notre avenir pour la sécurité sociale selon vous? C'est un des défis majeurs, il y en a plusieurs en réalité. Si la question est de continuer à bénéficier du même niveau de protection sociale, ça pose d'abord la question des modalités de financement de ce système. Parce que les déterminants des dépenses sociales sont très poussés par des forces très puissantes comme la démographie, le progrès médical, qui sont pour les deux des bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle. C'est peut-être pas une très bonne nouvelle qu'on fasse moins d'enfants, encore que si ça répond aux souhaits de la population, au fond, il faut que chacun fasse comme il veut. Oui, oui. Mais le réarmement démographique dépend de chacun. Le fait de vieillir, de vivre plus longtemps, c'est quand même une bonne nouvelle, à condition que ce soit en bonne santé. C'est un enjeu pour la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale permettra d'accéder notamment aux soins et puis pourquoi pas aussi aux actions de prévention pertinentes, parce que comme le disait Elisabeth Doineau, ça compte aussi. Mais le vieillissement de la population, ça a un double effet très puissant sur les dépenses sociales. À la fois, évidemment, ça déséquilibre la part entre actifs et retraités, en tout cas un système de retraite inchangé dans ses paramètres, et donc ça renchérit le coût des pensions, et ça renchérit aussi le coût des soins, puisque quand même si la prévention et le progrès des soins font leur œuvre, eh bien plus on est malade, plus on est âgé, et plus on a de chances, entre guillemets, d'être malade, et donc ça tire à la hausse les dépenses de santé. Le progrès médical, ça augmente l'espérance de vie, ça augmente les chances de tout un chacun de vivre mieux et plus longtemps, mais ça a un coût aussi. Certains médicaments aujourd'hui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, on citoyens, parfois, ne s'en rendent pas totalement compte, mais quand on a une maladie grave, parfois, on a besoin d'accéder à ce genre de traitement. On fait partie des rares pays au monde où on ne se pose pas la question de savoir si on a cet argent dans son portefeuille. C'est très précieux, mais tout ça tire les dépenses à la hausse. Donc, réconcilier les deux, ça suppose quand même avoir une économie un peu forte, d'abord, j'ai envie de dire. Et donc, quel est le taux d'emploi, quelle est l'innovation, quelle est la qualification des travailleurs. C'est ça qui est une force fondamentale, qui n'est pas dans les mains de la direction de la sécurité sociale. Je le dis avec d'autant plus d'aisance. Mais une fois qu'on a s'est donné les meilleures chances d'avoir une économie la plus florissante possible, et bien ensuite, il faut agir sur l'efficience des dépenses, sur l'efficience de nos systèmes de santé, et puis se poser la question de savoir quel est le niveau de couverture qu'on veut et quel est le niveau de contribution qu'on souhaite. Nicolas Da Silva, il faut de la croissance pour financer la sécurité sociale, finalement. En fait, ça tombe bien parce qu'on vit dans un pays qui est très, très riche. Alors évidemment, il y a beaucoup de discours qui sont, comme souvent, très déclinistes, très inquiétants sur l'avenir, et il y a des raisons de toujours être prudent, mais évidemment, on vit dans un pays très très riche, il y a beaucoup de ressources, et toute la question, c'est aussi la question de savoir si on souhaite augmenter les ressources que l'on veut accorder à la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un pays comme au sortir de la guerre, qui est un pays qui est ruiné, qui doit être reconstruit, dans lequel les tickets de rationnement sont la norme jusqu'à 1949. On ne vit pas dans ce pays-là. On vit dans un pays où le niveau de richesse est très élevé et on peut faire des arbitrages. Il ne faut pas penser qu'il y a des paramètres quasiment naturels comme la démographie qui déterminent tout. Non, il y en a d'autres. Il y a une variété de paramètres. Ça fait partie des paramètres, mais ce n'est pas le seul. Ça en fait partie. Et l'un des autres paramètres, c'est peut-être de remettre en cause la politique économique qui a été suivie ces dernières années. Alors, quelle était cette politique économique? C'est la politique économique qu'on appelle souvent la politique économique de l'offre, qui consiste, alors je le dis avec les termes usuels, à baisser le coût du travail pour justement stimuler la croissance de l'emploi et la croissance économique. Cette politique de lutte contre le salaire, en fait, salaire direct, salaire indirect, passe par la désindexation des salaires dans les années 80, passe par les exonérations, exemptions de cotisations sociales. Sauf qu'en fait, cette politique-là, elle n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il y a plein de rapports, énormément, qui montrent que tout ça est finalement très peu efficace pour ses objectifs même. Sauf qu'entre-temps, on a vidé les caisses publiques. Et donc aujourd'hui, il y a des masses très importantes de cotisations sociales, d'exemptions de cotisations sociales, sur lesquelles il faut se tourner. Et j'observe que ces dernières années, même les gouvernements qui ont été à la manœuvre de la politique de l'offre commencent à regarder de ce côté-là. Le mot de la fin, Jean-Marc Daniel, à ce débat sur le défi de notre protection sociale pour le futur. Je crois que le défi de notre protection sociale, c'est, donc on vient de parler de la croissance et tout ça. Vous savez, il est une formule célèbre, il n'est de richesse que d'hommes. Et donc je crois qu'effectivement, un des problèmes, c'est qu'on va manquer d'hommes. La démographie parle comme ça. Donc il va falloir mieux utiliser les hommes, mieux les former, plus longtemps.
parce que nous sommes en déficit extérieur, en déficit commercial, nous vivons au-dessus de nos moyens depuis les 35 heures. Donc il va falloir travailler davantage. Et puis il va falloir se poser la question de comment on va trouver la possibilité d'être associé à la croissance des autres pays. Le mot de la fin, c'est qu'il y a des exemples là de pays qui vieillissent, le Japon, et le Japon paie ses retraites en ayant placé de l'argent en Indonésie, aux États-Unis. Donc il faut qu'on dégage aussi les moyens d'aller exporter une partie de notre épargne vers ces pays. Bien, merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, d'avoir été nos invités. Replay de cette émission à retrouver sur notre plateforme publicsénat.fr. À très vite sur Public Sénat.